pour te présenter assez brièvement, mon cher Arthur, tu es un entrepreneur dans l'âme, si je peux dire ça comme ça, parce que tu as commencé très tôt, me semble-t-il, à l'âge de 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as notamment œuvré tout de suite dans le digital, puisque tes faits d'armes sont sur la création de communautés en ligne. Tu as aussi créé pas mal d'applications mobiles avec de grandes réussites parmi tout ça. Donc, tu as aujourd'hui énormément de casquettes grâce à tout ce que tu as mis en place autour de l'entrepreneuriat, du gros, du digital, du marketing d'influence, voilà, tout un tas de choses. Et tu es à l'origine avec 5 autres collègues de Time for the Planet. Et je t'avoue avoir un peu travaillé le titre de cette masterclass pour répondre un peu à ce que vous faites, parce que finalement, vous réinventez un petit peu notre société avec ce que vous faites à tous les étages. Mais je ne vais pas spoiler, je vais te laisser peut-être prendre la main et poursuivre sur cette présentation. En tout cas, j'espère que les étudiants ont compris l'honneur que tu nous fais d'être là. Merci. Je te laisse la parole, Arthur. Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour cette belle introduction, ça me fait très plaisir. Euh, Est-ce que, alors je sors de plein d'appels, donc juste pour être bien sûr de ne pas faire un hors-sujet pour vous, mais toi, tu attends de moi que je te fasse surtout principalement une présentation de ce qu'on fait avec Time, ou tu voulais que j'aille sur certains axes précisément? Ouais, c'est nous faire une présentation de Time, comment un petit peu c'est né, ce que vous mettez en place, comment vous réinventez le modèle d'entreprise, comment voilà, vous Ouais. êtes officiellement une entreprise non lucrative, donc c'est assez exceptionnel sur le principe. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire et comment vous avez réussi à contourner ça. Et puis après, par rapport à nos étudiants, comment les outils digitaux finalement ont accéléré aussi votre croissance. Je crois qu'on parlait de vous au mois de décembre de l'année dernière, je le disais tout à l'heure, vous étiez à, je crois, à peu près 1 million de levées. Vous êtes à plus de 4 millions maintenant. Voilà, comment les outils digitaux ont augmenté tout ça? Qu'est-ce que vous avez mis derrière? Parce que vous avez été dépassé aussi par l'envie de votre communauté de s'investir. Donc, vous avez Ouais. créé des planètes, des comètes, des gluons, des quarks. Voilà, nous faire un petit peu le tour d'horizon en faisant le focus justement sur ton expertise, sur l'utilisation des outils digitaux et comment ça a accéléré tout votre projet aujourd'hui de Time for the Planet. Ok, ça marche. Bon, bah déjà, je fais une presse de Time alors, et puis après, on rentre là-dedans avec plaisir. Et si vous le voulez, on fera ça sous forme d'échange avec grand plaisir aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là pour ça aussi, hein. Hop, donc je partage mon écran. Je pense qu'on est bon. Ok, nickel. Alors, Time for the Planet. Donc, pour la petite histoire, on est six entrepreneurs. Donc, on a tous monté des boîtes effectivement depuis une dizaine d'années en moyenne dans différents secteurs. Pour ma part, le digital. Et on a finalement pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique il y a quelques années, avec les rapports du GIEC, avec les conférences de pas mal d'experts. Comme un peu plein de gens, ça nous a mis une grande gifle. On s'est dit qu'il fallait agir urgemment. Et vous allez voir, je vais vous mettre juste 2 slides, c'est promis, juste 2 slides sur les problèmes. Après, on passe sur les solutions. Et en fait, ce qu'on a très vite vu, c'est que quand on veut agir d'abord en tant que simple citoyen, on n'a pas beaucoup de leviers d'action. Si on n'est pas président de la République ou milliardaire, en gros, on peut acheter une trottinette, on peut faire pipi sous sa douche. On nous parle du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, donc on se sent un peu démuni quand même. Et on se regarde un peu tous très rapidement dans le blanc des yeux. Et nous, en fait, on avait cette conviction commune qui a fait qu'on s'est rejoint autour de ce projet, que l'entreprise pouvait être un outil absolument formidable, puisqu'on a besoin d'outils, pour transformer nos modes de vie à très grande échelle, puisqu'en fait, c'est ce que font les entreprises presque par définition. Et donc, on s'est posé une question simple, mais qui est un peu plus complexe dans sa réalisation. Comment est-ce qu'on peut réimaginer l'entreprise du 21e siècle, celle qui est en phase avec les grands enjeux de notre siècle et pas avec les enjeux du siècle passé? Comment est-ce qu'on fait en sorte de mettre à jour le système, parce qu'en fait, on voit qu'on ne peut pas être des super-héros du climat dans un système qui n'a pas fait sa mise à jour lui-même. Et donc, c'est toute l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et j'espère que ce sera assez clair, mais n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions. Donc, juste en 2 slides, comme promis, parce que c'est toujours bien de commencer un peu par ce qui fait un peu chier tout le monde, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Qu'est-ce qui nous a emmenés à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit il faut vraiment agir maintenant à très grande échelle? Eh bien, il y a principalement 2 points. En fait, tout le monde est à peu près au courant qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a des gaz à effet de serre, notamment du CO2 dont on parle beaucoup. Voilà. Ça, on a tous à peu près compris. Par contre, personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire et très peu de gens comprennent d'ailleurs ce qui est en train de se passer et qui est vraiment beaucoup plus urgent que simplement le fait que, ben oui, on est quelques degrés en plus.
Le premier des points, ça s'appelle les boucles de rétroaction positives, pardon, mais justement, vous allez voir qu'elles ne sont pas très positives. Et c'est des phénomènes géologiques qui s'auto-alimentent et qui vont participer à faire accélérer le phénomène de réchauffement climatique de manière totalement incontrôlable si il démarre. Donc, pour que ce soit un peu clair, je vais vous donner un exemple. Le meilleur des exemples s'appelle le permafrost. Vous l'avez peut-être vu, c'est des terres gelées qui représentent à peu près 20% de la surface du globe. Et en fait, ces terres, elles ne dégèlent jamais. Elles n'ont jamais dégelé depuis que l'humanité est sur Terre. Et c'est une très bonne nouvelle parce que dans ces terres, il y a des milliards de tonnes de méthane. Et donc, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 34 fois plus puissant en termes d'effet de serre, justement, que le CO2. Et aujourd'hui, le permafrost commence à fondre, donc 70 ans avant ce qu'avaient prévu les scientifiques. Et en fait, ils font vite. Et donc, plus le méthane est rejeté dans l'atmosphère parce que le permafrost fond, plus on accélère le réchauffement climatique, plus le permafrost fond. Et donc, plus cette boucle s'emballe. C'est des phénomènes géologiques qui sont à l'échelle mondiale et qui sont beaucoup trop gros pour qu'on puisse s'en occuper nous. Il y en a plein, des boucles de rétroaction comme ça, vous pourrez regarder, il y en a plusieurs dizaines. Il y a l'albédo aussi qui est très connu, les surfaces blanches. Plus les surfaces blanches disparaissent, plus elles sont remplacées par des surfaces sombres qui, au lieu de réfléchir, donc de renvoyer les rayonnements solaires dans l'espace, les absorbent et donc participent à réchauffer, etc. Donc plus ça réchauffe, moins il y a de surfaces blanches et plus ça réchauffe. Donc tout ça pour vous dire quoi? On peut, si on laisse partir ces boucles de rétroaction, se retrouver à des augmentations de température qui sont complètement hors scope. On parle souvent de plus 2 degrés, plus 1,5 degrés en ce moment. Mais en fait, on peut atteindre des plus 5, des plus 6, des plus 7. En fait, on ne sait pas avec ces boucles. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les laisser partir. Et en fait, on peut être tenté de se dire, bah oui, plus 5 degrés, bon, bah ok, c'est quoi plus 5 degrés? C'est un plus en moins, quoi. En fait, plus 5 degrés, c'est une moyenne sur la planète entière. Et quand on est au-dessus des continents, il faut multiplier déjà par 2. Donc on est déjà à plus 10 degrés. Et pendant les pics, donc par exemple les canicules pendant l'été, il faut encore multiplier par 2. Donc déjà, on est à plus 20 degrés. Donc on se rend compte que sur l'agriculture, sur nos conditions de vie, ça change énormément de choses. Et à titre d'exemple, il y a 20 000 ans, il faisait 5 degrés de moins en moyenne sur la planète et l'Europe entière était recouverte d'un glacier de 3 km de haut. Donc vraiment, ça change énormément de choses, 5 degrés. Donc il faut se rendre compte de ça et souvent, on n'est pas amené à comprendre ce que ça signifie vraiment. Et la deuxième petite nouvelle sympathique, et ensuite c'est promis, on passe à des trucs un peu plus cool, c'est ce qui s'appelle ici l'inertie climatique. Donc ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est que si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il n'y en a plus aucun, on va quand même avoir une augmentation de la température inéluctable pendant les 20 prochaines années. Donc on ne se bat pas pour le climat de 2022, là, on se bat pour le climat de 2042. Et au regard de ces fameuses boucles de rétroaction dont je viens de parler, on comprend que en fait, l'action, elle est maintenant ou jamais et elle est vraiment urgente. Parce que si on laisse partir tout ça, on va se retrouver dans un monde où il y aura plus de guerres, plus de récessions, plus de réfugiés climatiques, et on n'aura plus du tout le temps de gérer le problème du climat parce qu'il faudra gérer tous ces problèmes-là. Donc nous, on s'est posé toutes ces questions et on s'est dit comment est-ce qu'on peut permettre aux gens d'avoir un impact concret à très grande échelle, à l'échelle mondiale, pour lutter pour de vrai contre le dérèglement climatique et pour vraiment nous permettre d'aller plus vers cette fameuse mise à jour du système. La première chose qu'on a donc faite, c'est qu'on est allé rencontrer des scientifiques, parce que nous, on n'est pas scientifiques, et on leur a demandé, voilà, vous nous parlez tout le temps des problèmes, est-ce qu'on peut parler un petit peu des solutions et qu'est-ce que c'est les solutions? Donc on a rencontré des gens assez incroyables comme Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC. Donc le GIEC, c'est l'organisme de référence qui conseille les gouvernements sur les sujets du climat. Donc tous les gouvernements du monde se réfèrent aux travaux du GIEC. Et Jean Jouzel, qui est prix Nobel d'ailleurs, était l'ex-vice-président du GIEC. Et donc des gens comme ça nous ont toujours dit la même chose, c'est il va falloir de la sobriété, mais il va aussi falloir de l'innovation. Et en fait, on n'arrivera pas à faire la transition sans innover, parce que pour être plus sobre, notamment, il va falloir innover. Donc l'innovation est vraiment au cœur du sujet, et il faut absolument qu'on arrive à innover. Et du coup, on est allé rencontrer ces gens qui innovent, parce qu'on nous en a recommandé un certain nombre, et apparemment, il y en avait plein. Alors c'est vrai, il y en a plein, on en a rencontré beaucoup, il y en a pas mal en France, il y en a pas mal en Europe, mais il y en a partout dans le monde. Et en fait, on est tombé sur des gens qui proposent des innovations qui sont complètement dingues, je vous montrerai un peu tout à l'heure, je ferai un partage d'écran, et qui ont vraiment le pouvoir de changer les choses à l'échelle mondiale. Le truc, c'est que ces innovations, elles ne sont pas passées à l'échelle, elles ne sont pas dans notre quotidien à toutes et tous. Et en fait, nous, on pensait un peu comme plein de gens que c'était parce qu'il y a des grands méchants lobbies qui bloquent, parce que voilà. Et la réponse, c'est pas ça. La réponse, c'est que c'est parce que ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs.
c'est des scientifiques, c'est des ingénieurs, c'est des chercheurs. Et en fait, ils n'ont pas envie de trouver des modèles économiques solides à leurs innovations, ou ils n'ont pas la compétence de le faire, et ils ne comptent pas devenir de super entrepreneurs. Et ça, c'est un vrai sujet parce que nous, on connaît des entrepreneurs qui sont 1 milliard de fois meilleurs que nous. Et ces gens-là cherchent leur prochain challenge. Ils ont gagné de l'argent, ils ont envie de faire quelque chose qui a du sens, ils ont envie de participer au bien commun. Et pour eux, c'est du pain béni, ces innovations. Parce qu'ils ont cette compétence justement de trouver des modèles économiques et de transformer des innovations en une entreprise qui va vraiment passer à grande échelle dans nos quotidiens à toutes et tous. Et c'est ça le démarrage de l'aventure Time for the Planet. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo qui récapitule ça en 2 minutes. Comme ça sera, vous l'aurez en tête. Et puis ensuite, je rentre dans les détails de tout ce que vous allez voir dans cette vidéo pour que vous compreniez bien. L'idée vraiment et la vision de Time, quand même, pour le redire une dernière fois, mais c'est que vraiment, on est convaincu qu'il est possible d'agir maintenant, très rapidement, mondialement et radicalement, en utilisant l'entrepreneuriat et l'entreprise. Allez, c'est parti, je vous montre la vidéo et puis on en reparle. Vous avez prévu quoi en 2050? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, 2 stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usine. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Hop, merci d'avoir regardé. Donc du coup, je reviens un peu sur ce que vous avez pu voir dans la vidéo pour bien expliquer ce que fait Time for the Planet. Et après, on va rentrer dans chaque point un peu en détail, parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs particularités. Donc la première chose, c'est que nous, notre rôle, vous l'avez compris, c'est de détecter ces fameuses innovations contre les gaz à effet de serre. C'est la verticale qu'on a choisie, donc on ne va pas sur le plastique, on ne va pas sur la biodiversité, etc. C'est des problèmes importants, mais comme dit ma grand-mère, quand on veut tout faire, on ne fait rien. Donc nous, on se cantonne aux gaz à effet de serre et on a un spectre très précis là-dessus. Ces innovations, une fois qu'on les a détectées, le but, c'est qu'on aille recruter des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà monté des grosses boîtes et que ces gens-là viennent être adjoints aux innovations pour trouver un modèle économique et donc déployer sous forme de biens et de services ces innovations à très large échelle. Et nous, Time for the Planet, on vient cofonder des entreprises avec ces entrepreneurs et ces innovateurs et injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Alors, vous l'avez vu, notre ambition, c'est de lever 1 milliard d'euros et de créer 100 entreprises. Donc déjà, on ne va pas réussir tout seul avec nos petits bras à lever 1 milliard d'euros. C'est pour ça qu'on est structuré comme un mouvement. Donc c'est un objet, Time for the Planet, dont chacun peut s'emparer parce que tout le monde, à partir d'1 euro sur notre site, en 1 minute, peut devenir copropriétaire, actionnaire de Time for the Planet, comme on est actionnaire d'une entreprise traditionnelle. Mais l'objectif, c'est de participer à faire grandir cet objet. Donc c'est de s'en emparer pour le faire grossir, pour apporter son réseau, pour apporter ses compétences, ou juste son argent, parce qu'il y a plein de gens qui apportent juste de l'argent et c'est tout. Mais en tout cas, tout le monde comprend bien qu'il n'est pas un actionnaire traditionnel, il est un ambassadeur. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir très vite, parce que
on pense que face à un sujet aussi important que le dérèglement climatique, on peut s'entourer des gens les plus brillants de la planète et on peut solliciter l'aide de gens qui sont incroyablement bons sur des sujets très précis pour chacune des boîtes qu'on va monter, mais aussi pour développer Time for the Planet et aider Time for the Planet à grandir. La deuxième chose, c'est qu'on veut créer 100 entreprises et en fait, on a la conviction qu'il faut qu'on réussisse à chaque fois parce qu'on est dans une période qui est critique et on parle d'innovations qui sont cruciales et en fait, on n'a pas le droit d'échouer. Nous, on le sait, quand on monte des boîtes, on échoue très régulièrement. C'est normal, l'échec fait complètement partie du processus et il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, là, on ne peut pas échouer. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de gagner à tous les coups. Et pour nous, cette solution, c'est de partager. C'est l'open source. Time for the Planet, vous l'avez vu, on met en open source toutes les innovations qu'on va détecter et toutes nos entreprises gratuitement pour que n'importe qui, partout ailleurs sur la planète, puisse les copier-coller, s'en emparer. Ça nous permet de créer non pas juste des entreprises, mais de créer des marchés. Donc de créer 100 marchés mondiaux qui luttent contre les gaz à effet de serre. Et ça nous rend beaucoup plus résilients parce que si nous, on échoue, il y en a d'autres qui vont réussir pour nous. Donc, on crée nos concurrents et vous allez le voir, c'est un modèle très bizarre parce que quand on crée nos concurrents, nos actionnaires sont contents. Ce qui est tout à fait différent d'un modèle d'entreprise traditionnel où les actionnaires font tout pour que les concurrents meurent ou pour qu'on les rachète et qu'on les intègre. Nous, c'est l'inverse. Il faut qu'on ait des concurrents parce que plus on a de concurrents, plus notre innovation elle va vivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'open source, il y a des droits et il y a des devoirs. Donc, ça fonctionne d'une manière très simple. On crée une licence libre, qui est une licence qu'on va mettre sur le brevet de l'innovation. Et ensuite, on distribue cette licence à tous ceux qui nous en font la demande. Donc déjà, on a le droit de refuser cette distribution si c'est l'armée nord-coréenne qui nous demande l'accès et qu'on trouve que ce n'est pas forcément pertinent de donner l'accès. Et surtout, il y a des droits et des devoirs avec cette licence. Donc le droit de copier-coller gratuitement l'innovation et de gagner de l'argent avec ça. Par contre, le devoir, notamment, de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Ce qui fait qu'on fait une R&D à l'échelle mondiale et on va beaucoup plus vite pour atteindre la maturité des innovations. Et également le devoir de partager son propre impact, donc la quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à cette innovation, grâce à cette licence. Donc ça, c'est les deux choses principales que repartagent tous les possédants de la licence. Alors, on a une dernière un peu particularité, c'est qu'on est une entreprise commerciale, mais à but non lucratif. Ce qui n'est pas vraiment un format qu'on voit et qui existe, parce que, en fait, on voit les associations souvent et les entreprises commerciales de l'autre. Nous, on a donc les 6 cofondateurs dans notre passé créé et des associations et des entreprises. Et en fait, on voit qu'il y a des avantages à prendre dans les deux parties. Et c'est pour ça qu'on a fait un peu un mélange des deux. Les associations, elles fédèrent les gens. Vous avez vraiment des gens qui sont des ambassadeurs, qui font en sorte que la structure grandisse, justement, qui la portent, qui font du bruit. Ça nous plaisait bien. Et les entreprises commerciales, elles ont une indépendance, une autonomie financière qui leur permettent d'aller très, très vite, de ne pas être sous perfusion et donc d'être beaucoup plus efficace pour avoir de l'impact et grandir beaucoup plus vite. Alors, comment marche le modèle de Time for the Planet pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire non lucratif? L'idée, c'est que vous avez de l'argent initial qui rentre sur Time for the Planet. Donc, c'est ces milliers d'associés aujourd'hui qui investissent de l'argent pour devenir copropriétaires de Time for the Planet, au même titre que nous. Et cet argent, on va l'utiliser pour créer des entreprises. Ça, vous avez compris, avec des innovateurs et des entrepreneurs. Ces entreprises, elles doivent être rentables, elles doivent gagner de l'argent. Plusieurs raisons. La première, c'est que il faut qu'elles payent les gens décemment, il faut qu'elles grandissent, qu'elles aient de l'impact et aussi qu'elles soient désirables du point de vue de l'open source, vous l'avez compris, parce que nous, on veut que nos entreprises soient copiées partout sur la planète et pour ça, il faut qu'il y ait un modèle économique viable et que les gens qui s'intéressent à nos licences se disent là, j'ai clé en main un modèle économique viable sur un marché qui va dans le bon sens et du coup, ça me plaît de copier-coller cette entreprise. Mais l'argent qui est généré par ces entreprises, il y en a une partie qui remonte à Time for the Planet, au prorata des actions qu'on en possède. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, en gros, on a une partie de l'argent qui nous remonte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit 100% de cet argent, donc des bénéfices, dans la création de nouvelles entreprises. Alors, pourquoi on fait ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est convaincu que les entreprises, elles ont un pouvoir assez dingue qui est le pouvoir de générer de l'argent et que ce surplus d'argent, c'est du pouvoir pour transformer le monde. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup et presque principalement pour distribuer des dividendes et enrichir des actionnaires, mais pour nous, c'est un pouvoir qui peut être utilisé pour plein d'autres choses, que ce soit pour des buts sociétaux ou pour des buts environnementaux. Et nous, on a la conviction que cet argent, il va nous permettre d'accélérer chaque année un peu plus parce que quand vous mettez 1 euro dans Time for the Planet, ici, il va faire plus d'argent, donc ça va devenir 2 euros qu'on va réinvestir, qui vont devenir 3 euros, qui vont devenir 4 euros. Et donc, on utilise ce pouvoir de spéculation pour créer plus d'entreprises. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on veut accéder aux meilleures innovations mondiales.
Vraiment, il faut qu'on ait accès aux meilleures innovations qui existent sur la planète. Et pour ça, il faut qu'on soit au service de personne. Il faut qu'on soit apolitique et pas au service d'intérêts privés. Et aujourd'hui, on est connecté avec des très gros laboratoires, le CEA, le CNRS, et ils ont accepté justement de plugger leurs innovations chez nous parce qu'ils savent qu'on est non lucratif. Donc, c'est une arme vraiment pour aller vite. Et en plus, les actionnaires qui sont là, ils n'investissent pas pour avoir du retour financier. Ils investissent pour autre chose, vous allez voir, on va en parler. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme ils le font pour les bonnes raisons, c'est vraiment des ambassadeurs et ils sont vraiment extrêmement impliqués pour faire grandir Time for the Planet et pour nous faire connaître le plus possible. Donc pour nous, c'est vraiment un hack, le fait d'être non lucratif. C'est vraiment une arme. J'en parlerai maintenant, mais les associés, quand ils rentrent, ce qu'on leur retourne habituellement quand ils rentrent dans une entreprise traditionnelle, c'est du TRI, du taux de rendement interne, ou du ROI, vous avez peut-être vu, donc du retour sur investissement. C'est donc quand je mets 1 euro, combien j'ai gagné d'argent grâce à ce 1 euro. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, on va leur retourner du dividende climatique, du TRP, du taux de retour pour la planète. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, c'est une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou captés grâce à leur investissement dans Time for the Planet. Donc tous les ans, comme un actionnaire traditionnel va toucher son dividende financier, nous, ils touchent leur dividende climatique et donc ils touchent leurs tonnes de gaz à effet de serre non émises grâce à leur investissement. Alors, on parle d'innovation dans tous les sens. Là, je vais vous montrer un peu plus précisément de quoi on parle justement. Mais pour que vous compreniez bien aussi comment ça se passe, nous, on a un processus de sélection des innovations qui est extrêmement précis parce que, encore une fois, on veut aller que sur des innovations qui peuvent changer la donne au niveau mondial. Alors, notre processus, il fonctionne en 4 étapes très simples. La première, c'est une évaluation du potentiel. Donc pour ça, nous, on va former ce qu'on appelle des évaluateurs. On en forme 100 par semaine. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 3000. Ce sont des gens comme vous et moi qui ne sont même pas obligés d'être associés de Time for the Planet. Et on les forme à l'évaluation de chaque innovation en mettant une note, qui est une note sur 5 points, en fonction de 6 critères. Donc vous les voyez ici. Et typiquement, on va parler des externalités. Parce que si vous avez une solution qui est incroyable, parce qu'elle est hyper efficace du point de vue des gaz à effet de serre, mais qu'elle tue toute la biodiversité ou qu'elle pourrit l'eau, qu'elle pollue les sols, ça n'a aucun sens et on ne les veut pas. Voilà, donc vous avez ces 6 critères-là, je vais vous montrer tout à l'heure, dans 2 minutes, je vous montre. Et une fois que ces évaluateurs ont donné des notes, ça génère un top 10 et ce top 10, on va le soumettre à un comité scientifique. Donc ça, c'est un comité de 14 experts qui sont justement issus des plus grands laboratoires et l'objectif, c'est que ces gens-là, qui sont des pointures sur leur secteur, se mettent d'accord pour attribuer à nouveau des notes, donc sur le même process, sur 5, aux innovations au top 10. Et avec ça, on va avoir une sélection à nouveau plus fine des innovations qui vont passer à l'étape d'après. Donc, par exemple, là, on a fait notre premier comité scientifique en mars et on avait un top 10 et il en est sorti 5 innovations seulement. Et ensuite, on a une troisième phase qui est un peu la dernière vraie phase. Vous allez voir pourquoi, parce que la quatrième phase est un peu particulière. Mais cette troisième phase, c'est le test de la réalité économique des innovations. Et donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on recrute en permanence des potentiels entrepreneurs, donc des candidats pour être les CEO, les gérants des futures boîtes. Et ces gens-là, on les teste à ce moment-là, en même temps qu'on teste la réalité économique des innovations, parce qu'en fait, on les envoie sur le terrain avec ces innovations et on leur dit, va vendre des applications concrètes de cette innovation comme si ça existait. Donc, va vendre des biens et services de cette innovation, autour de cette innovation, avec certains modèles économiques, comme si ça existait déjà, et essaye de voir là où il y a des clients et là où les gens sont prêts à acheter. Et en fait, comme c'est des entrepreneurs de haut vol qui sont vraiment très bons, ils savent faire ça. Et en plus, ils sont très, très bons pour convaincre, pour trouver les bons modèles économiques, pour faire les documents que vont leur demander les clients quand c'est du B2B, etc. Et on arrive à avoir vraiment une idée des innovations qui ont une viabilité économique réelle avant d'avoir déployé à grande échelle, etc. Je précise un truc aussi qui est important. Il y a une échelle aujourd'hui pour mesurer la viabilité et la maturité des innovations dans le monde. C'est une échelle qui va de 0 à 10. Donc 0, vous avez juste un PowerPoint. Et 10, vous avez un truc qui est déployé dans le monde entier. Nous, on se positionne entre 4 et 7. Donc ça veut dire que les innovations sur lesquelles on va, elles existent déjà. Elles sont déjà au moins déployées localement. Elles ont déjà des résultats. Ça fonctionne. Par contre, ça n'a pas été passé à l'échelle mondiale. Et nous, notre but, c'est vraiment de les faire passer à l'échelle mondiale le plus vite possible, notamment grâce à l'open source. Et après, il y a une dernière étape, et là, c'est une étape qui est 100% collaborative, puisque c'est un vote de l'ensemble des actionnaires, donc de toutes les personnes qui ont mis de l'argent dans Time for the Planet, en assemblée générale. On va leur proposer les différentes innovations qui sont arrivées jusqu'à l'assemblée générale. Donc la première vraie assemblée générale de Time for the Planet, c'est le 26 juin, là. Et on va leur proposer un certain nombre d'innovations, avec évidemment tout ce qui a été conclu par
le comité scientifique, les évaluateurs, les entrepreneurs, et on va leur dire maintenant, à vos télécommandes, on vote tous ensemble pour les innovations sur lesquelles on va investir. Donc là, par exemple, en juin, on investit 3 millions d'euros. Eh ben, on va proposer à nos associés de choisir sur quoi on met 3 millions d'euros. Allez, je vous montre un peu d'innovation. Non, allez, je continue encore, un peu de suspense. Donc, le taux de retour pour la planète, je vous en ai parlé. Vous avez compris, c'est vraiment l'indicateur de succès des boîtes, puisque nous, on a indexé le succès des entreprises qu'on crée sur un indicateur qui est environnemental. Il faut qu'il y ait du succès sur le point de vue économique. Il y a des indicateurs traditionnels économiques. Mais par contre, au-dessus de ça, il y a des indicateurs de succès qui sont environnementaux. Et c'est ces indicateurs-là qui drivent le succès ou l'échec des boîtes qu'on crée. Donc, c'est extrêmement important et ça change quand même pas mal la donne. Donc ça, c'est des trucs qui sont dédiés un peu aux investisseurs. C'est juste pour vous dire voilà, comment on fonctionne. On investit 300 000 à 2 millions d'euros par boîte au début. Et puis ensuite, on permet à des autres investisseurs d'entrer. Et le but, c'est qu'on sorte par diminution de capital, c'est-à-dire qu'on revend les participations qu'on a dans une entreprise aux entrepreneurs, aux innovateurs qui sont à l'origine de cette entreprise pour qu'ils puissent reprendre la pleine possession de la boîte et surtout que nous, on puisse relancer des nouvelles boîtes. Parce que vous l'avez compris, on est un lanceur et on n'est pas là pour les déployer jusqu'à ce qu'elles fassent des millions de salariés. Donc, juste avant de vous montrer les innovations plus concrètement, comment est-ce qu'on se positionne et quel secteur est-ce qu'on va aller toucher ou pas. Donc, si je prends ce camembert de la mort, là, vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, elles sont principalement contenues dans 5 secteurs, 5 grands secteurs qui sont donc le bâtiment, la production d'électricité et de chaleur, l'industrie, les transports et l'agriculture et les forêts. Donc, nous, on ne va que sur ces 5 secteurs. Et après, on a 4 axes complémentaires. Donc, le zéro émission, c'est-à-dire produire des biens et services sans avoir aucune émission de gaz à effet de serre, donc les produire et les utiliser, pardon. L'efficacité énergétique, donc là, c'est l'idée de faire mieux avec les choses qu'on a déjà. Si je prends un peu en parallèle, c'est un peu comme Blablacar. Vous êtes tout seul dans une voiture, vous passez à 4 dans la voiture. On a augmenté l'efficacité de la voiture. Bon, c'est un peu une analogie rapide, mais voilà, pour que vous compreniez l'idée. La sobriété, c'est-à-dire être plus sobre nous-mêmes dans nos comportements, consommer moins, utiliser moins d'énergie. Et donc, comme je le disais, l'innovation nous permet aussi d'être plus sobre. Et la captation, parce que le fameux GIEC, ce fameux groupe d'experts internationaux, intergouvernementaux sur le climat, nous dit qu'en fait, on va être obligé d'aller capter carrément les gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère si on ne veut pas que ces fameuses boucles de rétroaction là, dont j'ai parlé au début ne se lancent et ne deviennent complètement incontrôlables. Donc, on est obligé d'aller complètement loin dans le truc et de capter carrément. Alors, attendez, je vous montre juste un peu d'innovation maintenant pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Hop, si je vais ici, donc ça, c'est la plateforme sur laquelle on reçoit toutes les innovations. Donc, on en a reçu un peu plus de 500 depuis décembre dernier. Donc, en décembre, on a fait notre appel à innovation, donc pour que les gens nous en envoient. Donc, ça, c'est ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et là, en ce moment, il y en a qui sont en cours d'évaluation par nos évaluateurs, donc il y en a un certain nombre. Et vous le voyez, ils sont en train d'évaluer. Donc là, ils mettent des notes sur 5. Il y a un nombre d'évaluations. Celles-là, elles viennent de commencer à être évaluées. Et ça nous amène un fameux un top 10, comme je vous disais. Donc si j'en prends une pour vous montrer, on va retrouver les fameux critères. Donc ici, les évaluateurs et le comité scientifique ont accès à toutes les infos sur l'innovation, à de la documentation évidemment très précise avec pas mal de présentations de decks. Et ici, on retrouve la moyenne sur 5, le nombre d'évaluations et nos fameux 6 critères. Et après, ils peuvent échanger avec l'évaluateur. Il y a même des échanges en chat, en direct, qui sont publics pour tous les évaluateurs et tout le comité. Donc ça nous amène à avoir un top. Et là, par exemple, je vais vous parler je vais vous en présenter 3 qui sont passés lors de notre comité scientifique. On a par exemple Aredox. Aredox, ils ont trouvé une nouvelle façon de créer des batteries. Donc aujourd'hui, il y a un vrai énorme sujet mondial sur les batteries parce que les énergies renouvelables ne peuvent pas s'imposer dans un monde où on ne sait pas stocker l'énergie correctement. Aujourd'hui, notre problème, c'est que on ne sait pas stocker l'énergie correctement dans le sens où on utilise des matériaux qui sont des matériaux critiques pour produire des batteries, donc qui sont déjà des matériaux en quantité restreinte et surtout épuisables, non renouvelables. Et en plus, il faut aller les chercher en Chine en injectant des acides dans les roches et dans les sols, ce qui est absolument une catastrophe du point de vue environnemental. Sauf qu'on n'a que les batteries pour faire du stockage d'énergie aujourd'hui et les barrages, ça représente 10% du stockage au niveau mondial et surtout, on n'a plus de place pour faire de nouveaux barrages. Donc, on est obligé de trouver des innovations parce qu'en fait, les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Ça veut dire qu'elles sont produites non pas au moment où on les consomme, mais à des moments où on ne les consomme pas la plupart du temps. Par exemple, les éoliennes vont tourner très fort la nuit parce qu'il y a du vent, mais vous n'êtes pas en train de consommer de l'énergie la nuit. Ou les panneaux solaires vont produire beaucoup d'électricité à midi,
Et vous, en fait, vous utilisez vos ordi, vos outils le soir quand il n'y a plus de soleil. Et donc, pour ça, c'est nécessaire de trouver une solution au stockage mondial. Et eux, à Redox, ils ont trouvé une façon de faire des batteries autrement, avec des matériaux et des métaux qui ne sont pas critiques, qui sont 100% renouvelables. Et en plus, c'est des batteries qui ne se déchargent pas, qui ne perdent pas en facteur de charge. Donc, vous le savez tous, votre iPhone, la première année, il tient 10 heures avec sa batterie. Et au bout de 3 ans, il tient 3 heures avec la même batterie parce qu'elle a perdu cette capacité. Eux, ils ont créé un système de batterie qui ne perd jamais sa capacité. Donc, c'est un marché qui est mondial et qui est monstrueux. Et typiquement, c'est une innovation qui fait partie de celle de Time for the Planet. Je vous donne un deuxième exemple, et puis après, si vous en voulez plus, ce sera avec plaisir pour échanger. Mais c'est juste pour ne pas perdre trop de temps dessus. Vesta Project, typiquement, c'est passé aussi. Donc, eux, c'est un consortium de scientifiques à San Francisco. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a une roche qui est présente en grande quantité sur Terre, qui est présente un peu partout, qui s'appelle l'olivine, qui est une roche verte, vous la voyez ici. Et en fait, cette roche, quand elle est dans l'eau, des océans notamment, elle transforme l'énergie marémotrice, donc la force infinie des vagues, en une réaction chimique qui vient désacidifier l'océan. Et plus on désacidifie l'océan, plus l'océan est capable de capter du carbone dans l'atmosphère. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mécanisme naturel qui a toujours existé. Et l'océan, c'est le plus grand puits de carbone du monde, beaucoup plus que toutes les forêts réunies, beaucoup plus que tout ce que vous voulez. Et en fait, avec la révolution industrielle et depuis une centaine d'années, on a énormément acidifié l'océan, à tel point que tous les coraux meurent. Enfin voilà, vous avez l'habitude de voir un peu passer ça. Et c'est principalement parce que l'océan est de plus en plus acide. Et donc, on a réduit son pouvoir de captation du carbone. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est que cette roche, quand on la concasse, quand on en fait un sable, là, comme vous le voyez, eh bien, en fait, on multiplie par plusieurs milliers de fois son pouvoir de désacidification de l'océan et donc de captation du CO2. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont déjà testé ça sur plusieurs plages parce qu'ils sont très à cheval, notamment sur la biodiversité, sur l'impact que ça peut avoir sur la faune et la flore. Et donc, ça fait quelques années déjà qu'ils équipent quelques plages pour tester. Et là, ils sont arrivés à un stade où ils se rendent compte qu'en fait, déjà, il n'y a pas d'effet sur la biodiversité, si ce n'est que ça régénère les coraux. Mais surtout, si on met 2%, si on équipe 2% des plages du monde avec leur forme d'olivine, c'est-à-dire concassée comme ça, on annule les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité. Donc, c'est vraiment des projets qui peuvent avoir énormément d'impact et qui intéressent Time for the Planet, évidemment. Donc, pareil, celui-là est passé à l'étape d'après. Si je reviens à ma petite presse, donc là, j'avais d'autres innovateurs qui nous font une petite démonstration de ce qu'ils font. Voilà, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, c'est un peu long. Mais ce sera avec plaisir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Nous, on a un petit mantra qui est que la planète appartient à tout le monde et donc que Time for the Planet doit appartenir à tout le monde aussi. Parce que justement, c'est pour nous l'union qui fait la force, c'est la collaboration à très grande échelle qui fera la force de Time for the Planet. Et en fait, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, on a des associés qui nous aident à traduire le site dans toutes les langues du monde. On a des gens qui appellent tous les nouveaux associés pour leur souhaiter juste la bienvenue et leur dire ça nous fait plaisir que tu sois là. Il y a des gens qui nous aident à produire nos contenus vidéo et tout ça bénévolement. Donc, on a un peu plus de 3700 personnes qui s'impliquent bénévolement au sein de ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Donc, c'est une structure horizontale. Bon, je n'ai pas Discord qui est lancé, je vais le lancer, je vais vous montrer. En fait, dans cette galaxie de l'action, on a énormément de gens qui participent à faire grandir l'aventure avec un ensemble de projets. Donc, on appelle ça, donc il y a plein de choses. Il y a les planètes, il y a les comètes. Donc, si je me place ici, vous allez voir, mais ici, typiquement, on a toutes les planètes. Donc, les planètes, c'est des groupes de gens qui partagent une compétence commune. Donc, par exemple, on a des banquiers et des assureurs, on a des codeurs, des développeurs, on a des designers, des graphistes, des entrepreneurs, les évaluateurs, les fameux dont je vous parlais, des gros hackers, des ingénieurs, des juristes, des photographes, des scientifiques. Il y a vraiment énormément de groupes. Et dedans, il y a plusieurs dizaines de personnes à chaque fois. Donc, chaque fois que c'est en blanc, ça veut dire que je n'ai pas ouvert et que je n'ai pas lu. Donc, autant vous dire que je vais mourir. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut en avoir sur des régions ou des zones géographiques. Et ces gens-là, ils ont juste pour rôle d'être dans une planète et de dire je suis à dispo si demain il y a un besoin qui peut me concerner. Et après, nous, on s'est organisé pour faire ce qu'on appelle des comètes. Et donc là, c'est des petits projets qui sont là pour répondre justement à des besoins de Time for the Planet et pour lesquels on va aller solliciter des gens dans des planètes spécifiques. Et donc là, il y a plein de trucs. C'est ces gens qui appellent des nouveaux associés, c'est ces gens qui relisent tous les documents produits par Time for the Planet pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. Donc, ils ont des process, ça fonctionne toujours avec une certaine façon de faire. Ils aiment bien les GIFs, comme vous pouvez le voir. Il y a des gens qui développent notre site internet, il y a des gens qui produisent des documents, il y a des gens qui donc traduisent notre site dans plein de langues, comme vous le voyez. Il y a des gens qui organisent des événements. Enfin voilà, c'est un truc de grand malade. Et en fait, il se passe plein de choses. Si je vous donne un exemple juste pour que vous compreniez,
on a par exemple Bruno, qui est un mec qui a mis 100 € dans Time for the Planet, qui est remonté avec son statut d'associé chez JC Deco, donc un géant de la publicité sur le mobilier urbain, dans les abris de bus, etc. Et qui les a convaincus de nous offrir 1 million d'euros de publicité gratuitement dans les rues, avec son statut d'associé. Et nous, on ne connaissait pas ce type. Donc, autant vous dire que l'intelligence collective commence à porter ses fruits et qu'on est assez content de voir tout ça arriver. Donc, si vous voulez un maximum d'informations, là, je viens de synthétiser plein de choses, mais en fait, on a beaucoup réfléchi et mis tout ça à l'écrit. Donc, il y a plein de documents, il y a plein de dossiers sur notre site. Je vous montre rapidement notre site, comme ça, vous voyez un peu dans les grandes lignes comment ça marche. Tac. Et si vous avez vraiment envie de bien rentrer dans les détails, n'hésitez pas. Puis après, je vais parler un peu plus de comment on fait en termes de digital, comment on fait pour organiser tout ça. Donc, notre site, il est assez simple. Pour participer, bon, ben voilà, ça se passe ici. On dit qui on est, ce qu'on veut faire, si on veut acheter ou offrir des actions. Et après, comme ça, vous voyez aussi où on en est, comment on avance, le nombre d'actionnaires. Voilà, donc on voit que là, on est en train de vraiment accélérer. C'est assez cool. On a levé plus d'1 million d'euros sur le mois dernier uniquement. Donc, ça commence à faire une belle courbe. Et puis, là, on a signé pour 3 millions d'euros avec des grandes entreprises. Donc, on sera bientôt à nos 10 millions d'euros. Nous, l'objectif, c'est à 10 millions d'euros cette année et de lancer les 3 premières boîtes cette année. Puis après, on va accélérer avec d'autres stratégies qu'on a en tête pour être plutôt à 50, 100 millions d'euros de levée par an. Et si vous avez envie de voir ce que vous pouvez faire pour Time, il y a plein de choses ici. Vous pouvez donc devenir évaluateur, vous pouvez rejoindre cette fameuse galaxie, vous pouvez proposer vos innovations. Et si vous avez envie d'en savoir plus, et ben, là, il y a vraiment énormément de choses, plein de documents qu'on a mis à votre disposition. Et on a aussi notre roadmap avec les grandes étapes, celles qu'on a déjà franchies et celles qui nous restent à franchir dans le futur. Donc voilà dans les grandes lignes. Je retourne un peu à ma presse, mais je pense que je vous ai tout dit. Bon, ça, ce n'était pas à jour. Comment participer? Ben, vous l'avez vu, mais vous pouvez et devenir associé. C'est un peu la base. Et à partir d'1 euro, ça fait déjà la différence parce qu'en fait, nous, ça nous permet de convaincre des entreprises, des ONG, des fonds d'investissement d'investir beaucoup plus massivement. Ce qui fait qu'ils s'intéressent à nous, c'est qu'on est des milliers, c'est qu'on est des dizaines de milliers. Et plus on est nombreux, plus des fonds d'investissement et des entités qui peuvent nous financer massivement vont se manifester pour participer à l'aventure. C'est pour ça que même 1 euro, ça compte et que ça nous aide à vraiment accélérer. Après, vous pouvez parler de Time for the Planet parce qu'aujourd'hui, on n'a juste jamais communiqué. C'est uniquement le fait que les associés parlent de Time for the Planet qui nous fait grandir. En tout cas, on ne dépense pas d'argent là-dedans. Et du coup, c'est hyper important d'en parler et d'être les ambassadeurs si vous êtes intéressé et si ça vous plaît. Parce que c'est votre entreprise au même titre que la nôtre à partir du moment où vous êtes actionnaire. Et enfin, vous pouvez rejoindre la galaxie de l'action que je vous ai présentée brièvement.